Curiosité, aujourd'hui, nous allons parler histoire, une histoire un petit peu particulière, celle de la tapisserie. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup, Philippe, hein, la tapisserie. Faire tapisserie, oui, Ah, absolument. vous Oui, êtes- oui, comme je vais faire maintenant. Vous allez voir, je vais très bien le faire pendant que vous allez discuter avec Non, 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 Julien. non, non, parce que Je c'est ferai un, tapisserie. c'est un sujet très intéressant, puisque nous allons recevoir Julien Maquet, vous le connaissez bien, c'est notre complice en curiosité, c'est un de nos consultants, puisque tous les mois nous le retrouvons pour un curiosité histoire, mais il est également, vous le savez, conservateur du trésor de la cathédrale de Liège, et à cet égard, il remet sur pied une exposition qui devait avoir lieu l'année dernière, consacrée aux parures de fête. Ce sont les tapisseries de Saumur. Bonjour Julien Maquet. Bonjour Georges. Voilà, c'était l'année dernière que cette exposition aurait dû avoir lieu. Eh bien, elle a lieu cette année. Voilà, effectivement, donc le Covid a imposé de reporter cette grande exposition, puisqu'il y a quand même 36 tapisseries qui vont venir. Il y en a à peu près 70 qui sont classées monuments historiques dans la ville de Saumur, et nous allons pouvoir en accueillir la moitié. Et alors c'est un partenariat, puisque c'est à la fois l'essentiel des tapisseries, il y en a 30 qui sont exposées au trésor de la cathédrale, mais il y en a 6 qui sont également exposés à l'Archéoforum. Et le droit d'entrée sera, si on entre dans un musée, on a accès bien sûr à la suite de l'exposition dans l'autre musée. Finalement, c'est une seule exposition qui est dans 2 salles. Pour passer d'une salle à l'autre, il faut simplement traverser la ville. Voilà. Et on a mis des... Oui, Je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle tapisserie de parure, c'est ça? parures de fête. Parure de fête, oui. Donc c'est vraiment c'est une technique particulière, donc avec 2 fils qui se croisent, les fils de chaîne qui sont les fils verticaux et les fils de trame horizontaux qui permettent de tram. les fils de tram. Pour Liège, c'est Voilà. bien, oui. Mais avec E. Et les fils de trame permettent justement de créer le décor. Donc on assemble finalement les fils en les croisant pour avoir un motif. Et c'est une technique qui existe depuis l'Antiquité, qui a été remise surtout au goût du jour au bas Moyen-Âge, et puis qui a vraiment eu son heure de gloire entre l'extrême fin du Moyen-Âge et durant les temps modernes. Alors, quand on parle de tapisserie, ce ne sont pas des petits tapis, hein. Non, parce que c'était des objets qui servaient à décorer les églises, mais les grands princes aussi avaient leur tapisserie. Donc lorsqu'ils se déplaçaient, parce qu'ils se déplaçaient beaucoup au Moyen Âge et au temps moderne, ils partaient avec leur tapisserie. C'était une manière de montrer leur puissance, leur richesse aussi, leur fortune, et ça permettait ainsi d'habiller les pièces qui étaient vides de mobilier là où ils se trouvaient, et ça avait aussi des vertus bêtement de lutte contre le froid. On pouvait se prémunir ainsi des courants d'air, et ça pouvait être des pièces de très grande dimension, effectivement. Une isolation artistique, on va dire. Une isolation artistique. Et c'est vrai que, mais alors, dans les églises, la plus grande, c'est la plus connue, une des plus grandes dans tous les cas, c'est la tenture de l'Apocalypse qui se trouve au château d'Angers, qui fait 120 mètres de long, sur 3 ou 4 mètres de hauteur, et le cycle n'est pas complet. Récemment, à Paris, on vient de retrouver un fragment de cette tapisserie de l'Apocalypse. Donc, on a l'essentiel de la tapisserie, mais on ne l'a pas toute. Et elle est en une pièce, donc de 120 mètres sur une pièce. Non, ce sont chaque fois des morceaux, mais au bout du compte, il y a 120 mètres de temps. Il y a 120 mètres pour le même cycle consacré à l'Apocalypse. Alors, en quoi Angers, Saumur, cette région-là, est favorisée pour les tapisseries, ou c'est quelque chose qui est courant en France? Oui, là, des commanditaires de tapisserie, il y en a eu à travers toute l'Europe. D'ailleurs, nos régions, la région de Tournai, la région d'Audenarde, les Flandres ont été des lieux de production très importants de tapisserie, puisqu'il y avait une clientèle à travers toute l'Europe. Et alors, Angers a bénéficié finalement d'un hasard de l'histoire. La Révolution a épargné un certain nombre de tapisseries qui n'ont pas disparu. Ils estiment grosso modo qu'ils ont conservé plus ou moins 2/3 des grands cycles de tapisserie, 2/5 des grands cycles de tapisserie qu'ils disposaient avant la Révolution, ce qui est remarquable en France. Et en plus, puisque c'est vraiment un élément
important du patrimoine angevin. Ils ont investi énormément d'argent, l'État, le département, la ville aussi, pour pouvoir restaurer ce cycle et de pouvoir montrer cette diversité, cette richesse artistique. Donc voilà, et donc des commanditaires, il y en a eu, et des pièces, il y en reste, et ils sont un peu favorisés là par le sort de l'histoire. Quand vous parlez comme ça, par exemple, la tapisserie, la bataille de Hastings, ça on est dans le même ordre ou c'est tout à fait différent? Voilà, c'est plus ou moins la même technique, mais on parle de la tapisserie du Bayeux, c'est plutôt une technique de broderie. Donc c'est quelque chose qui est uniquement fait à la main, tandis que la tapisserie implique nécessairement un minimum de mécanisation. C'est-à-dire que les deux, en tous les cas, le fil de chaîne est fixé sur un cadre de deux montants, en gros qu'on appelle les ensouples, avec une série de fils, et on tire sur un fil sur deux pour pouvoir passer avec la navette et ainsi insérer les fils. On peut les insérer un sur deux ou un sur quatre, peu importe en fonction des motifs. Mais il y a un minimum de mécanisation, ce qui n'est pas le cas d'une broderie où tout est fait strictement à la main. Oui, oui, et les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. La tapisserie de Bayeux, elle est très longue, mais Oui. elle n'est pas très haute, hein. Elle n'est pas très haute, mais c'est aussi une œuvre tout à fait remarquable, puisqu'elle date quand même du XIe siècle, et c'est vraiment une œuvre de propagande qui raconte finalement la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, et qui est inscrite d'ailleurs sur la liste du patrimoine mondial. Mais c'est plutôt, même si on parle de la tapisserie de Bayeux, c'est plutôt une broderie qu'une tapisserie au sens strict du terme. Alors, la tapisserie de Bayeux, on sait ce qu'elle raconte. Les tapisseries de Saumur, qu'est-ce qu'elles racontent? Alors, ça dépend toujours du commanditaire. Ici, l'essentiel des tapisseries qui vont venir à Liège ont des motifs religieux, mais pas que. Parce que beaucoup des tapisseries qui vont être exposées ont été commandées par des églises de Saumur, notamment une abbaye qui était dédiée à Saint-Florent. Il y avait deux, il y a un Florent et un Florian. Les deux légendes ont été mélangées, et finalement, l'abbaye a commandé un cycle complet où les deux légendes des deux saints sont mélangées, et l'ensemble du cycle est conservé et sera visible au trésor de la cathédrale. Cette abbaye a disparu à la Révolution, et une des églises de Saumur a pu récupérer ainsi le cycle. Une autre église, c'est Saint-Pierre de Saumur, qui a récupéré également un cycle consacré au premier, au vicaire du Christ, donc au premier pape. Voilà. C'est une présentation de cette exposition qui commencera le 8 décembre. Exactement, voilà. Dans le trésor de la cathédrale, enfin dans le cloître. Non, dans le trésor. Tout est dans le trésor. Voilà, parce qu'il y a une quinzaine d'années, effectivement, le trésor, vous vous en souvenez bien, dans le cadre de l'arrivée du Tour de France à Liège en 2004, une grande exposition de tapisseries qui venait d'Anjou avait déjà été présentée dans le cloître, effectivement. Mais ici, c'est dans le trésor. C'est dans les trésors parce que tout simplement, les conditions de conservation sont de plus en plus exigeantes. On va en reparler, hein, ça, parce que quand on déplace 36 tentures, on appelle ça des tentures aussi. Oui, hein, oui, des tout tentures, à fait. d'Angers, ça ne se fait pas par la poste. Non, malheureusement. Nous sommes en compagnie de Julien Maquet, le conservateur du trésor de la cathédrale, pour cette exposition consacrée aux parures de fête, tapisserie de Saumur, qui commencera le 8 décembre. Ce sera au trésor de la cathédrale et à l'Archéoforum. Une exposition à ne pas rater, hein, parce que c'est assez exceptionnel, et c'est impressionnant évidemment de voir toutes ces tentures l'une à côté de l'autre. Alors, une exposition de tapisserie, on a vu de quoi il s'agissait. Ce sont de grandes tapisseries, ce sont de beaux morceaux de tissu, on va le dire comme ça. Ils sont monuments historiques en France. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un classement. En réalité, c'est une protection qui les met à l'abri. D'abord, ils sont inventoriés, ils sont protégés, donc il y a des règles de l'art qui doivent être respectées pour les restaurer, pour les conserver, pour les entretenir, et aussi pour les transporter. Donc, dans le cas d'un prêt d'exposition, il y a toute une série de démarches administratives qui doivent être faites. Et pour qu'une tapisserie classée monument historique sorte du territoire français, il faut l'autorisation du ministre de la Culture. Et les Français, en matière d'administration, c'est champion du monde, hein? Ce n'est pas mal. Voilà. Expliquez-nous un petit peu. Donc, quand vous faites une démarche comme ça, vous vous adressez à qui?
Alors, on doit s'adresser d'abord au propriétaire, en l'occurrence, c'est la ville de Saumur, et puis on doit, demander à l'autorité de conservation du patrimoine se situe au niveau régional, c'est ce qu'ils appellent la DRAC, la Direction générale des affaires culturelles, qui elle-même va introduire un dossier au ministre de la Culture pour autoriser la sortie du territoire, national pendant un délai qui est limité. Et au bout du délai, il faut absolument que les tapisseries rentrent. C'est ça. On ne peut pas les garder. Non. Mais Non. par exemple, des tapisseries comme celle-là, bon, ça a une valeur inestimable. Est-ce elles arrivent sous un camion scellé? Est-ce que c'est protégé? Est-ce que vous avez des motards de part et d'autre? Enfin, ça se passe comment? Parce que Mais on voudrait peut bien détourner, savoir, quoi. on voudrait bien savoir. Alors, Oui, à quelle heure partent-ils? À quelle heure arrivent-ils? non, les conditions de transport sont aussi déterminées par les conservateurs et les responsables du patrimoine en France, mais effectivement, c'est un transport spécialisé qui est suivi par les conservateurs, avec une prise d'assurance par l'emprunteur, le Trésor en l'occurrence, ou l'Archéoforum pour les pièces qui sont à l'Archéoforum, et c'est ce qu'on appelle une couverture de clou à clou, c'est-à-dire que les pièces sont assurées entre le moment où elles sont décrochées, d'où le terme à clou, jusqu'à leur retour à leur clou d'origine, mais en passant par le clou d'accrochage. Voilà. C'est une histoire de clous, quoi. C'est une histoire de clous. Voilà. Donc, vous avez donc la première étape, c'est demander au propriétaire d'introduire un document auprès de la région, qui a introduit un document auprès du ministre. Et puis, alors, c'est pas fini, j'imagine, ce serait trop facile. Non, et puis alors il faut organiser, bien entendu, l'acheminement des tapisseries en consultant des transporteurs spécialisés, et puis les conservateurs accompagnent ces pièces et ils seront à Liège, ils arriveront à Liège avec les tapisseries et ils superviseront tout le travail d'accrochage. De la même manière, pour le retour, ils reviendront pour assurer le suivi du décrochage et pour suivre le convoi de retour dans les lieux de conservation des différentes tapisseries. Et vous avez assez de murs, au Trésor pour pouvoir exposer toutes ces tapisseries? Oui, et certaines sont très grandes, effectivement. Elles peuvent faire jusqu'à 5 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. Alors l'avantage, c'est que la nouvelle aile qui a été rénovée a un plafond assez haut, donc sous charpente, ce qui permet d'aménager des cimaises suffisamment hautes que pour pouvoir les exposer, avec un recul aussi qui est suffisant pour pouvoir les observer. Il ne faut pas être évidemment le nez dessus. C'est pour ça que là, il y a une salle d'exposition temporaire au Trésor, mais qui est un peu petite, et c'est pour ça qu'il a fallu déborder sur les autres salles pour pouvoir exposer les cycles complets de tapisserie, puisque par rapport il y a 15 ans, effectivement, les critères de conservation se sont renforcés, donc on n'aurait plus pu présenter les tapisseries dans le cloître. Ça aurait été un niet catégorique. Parce qu'il y a des questions de température aussi, ou... Voilà, on est en hiver, donc il faut pouvoir assurer une température relativement. Il ne faut pas nécessairement qu'il fasse hyper chaud. Le tout, c'est d'avoir une température constante et une hygrométrie relativement constante, puisque souvent les objets pour la conservation, ce qui est les plus néfastes, ce sont les grands écarts de température ou les grands écarts d'hygrométrie. Donc, il faut quelque chose qui soit constant. Mais on ne peut pas garantir ça dans un cloître de cathédrale. Comme pour le vin, Tout à d'ailleurs, fait, hein, tout voilà. à fait, tout à fait. Et donc, des conditions, vous avez dû rendre un rapport, j'imagine, présentant les conditions dans lesquelles les tentures, les tapisseries allaient être présentées. Exactement, c'est ce qu'on appelle un facility report qui maintenant se fait en anglais avec toute une série de points, le type de structure, si on a une assurance, incendie, comment est organisée l'évacuation éventuelle, voilà, quels sont les matériaux utilisés pour voir s'il n'y a pas aussi incompatibilité entre certains matériaux et les œuvres qui sont exposées. Donc ce sont des données qui sont tout à fait très techniques et qui permettent ainsi à l'emprunteur, au prêteur plutôt, de connaître les conditions exactes dans lesquelles les pièces qui vont être exposées sont conservées. Voilà qui explique probablement la difficulté d'organiser des grandes expositions avec des œuvres venant de l'extérieur. Voilà, de plus en plus, puisque les conditions de conservation sont de plus en plus strictes, et c'est dans l'intérêt des œuvres, hein. On ne doit pas se leurrer. Les valeurs d'assurance aussi qui ne cessent d'augmenter, ce qui fait qu'effectivement, pour mettre en place une exposition d'une certaine envergure, il faut
des budgets. C'est ça. Et Donc, ça, c'est un coût alors sur le billet d'entrée. Alors justement, c'est toujours l'équilibre qu'il faut essayer de conserver, c'est d'avoir un billet d'entrée qui reste attractif, tout en essayant de rentrer un maximum dans ses frais. Dans le cadre d'une exposition quand même de ce type-là, on doit bénéficier d'aide extérieure. C'est pour ça que les pouvoirs publics restent importants avec les subsides qu'ils peuvent octroyer, que ce soit la région wallonne, oui, que ce soit la vous ville de aide Liège, la la ville de région wallonne, la ville de Liège, la province nous aide aussi, et puis nous avons aussi l'un ou l'autre sponsor privé, soit des personnes individuelles, soit des institutions privées qui acceptent de nous aider pour pouvoir mettre ça sur pied, justement pour répondre à ce souci d'accès le plus démocratique possible à une exposition d'envergure. Voilà, donc les complexifications de cette exposition. Et vous avez heureusement une association qui permet non pas de contourner les règles, mais d'avoir un réseau de personnes de contact qui facilite les échanges culturels. Vous en savez quelque chose, puisque vous êtes l'un des membres fondateurs aussi. C'est une association qui s'appelle... Vous ne dites pas toujours. Voilà. Hein. Il en a été longtemps le trésorier, donc il connaît bien aussi cette réalité-là. Mais voilà, c'est effectivement cette association internationale de droit belge. C'est une association internationale sans but lucratif qui a une forme de fonctionnement qui est très simplifiée et qui permet d'avoir des membres à la fois personnels mais aussi institutionnels, qui permet ainsi aux conservateurs, aux scientifiques de se rencontrer régulièrement et ainsi de nouer des contacts et de nouer des liens de confiance aussi entre eux, justement, non pas pour effectivement faire l'économie de toutes les démarches administratives, mais on travaille en confiance. C'est plus facile d'avoir une demande de quelqu'un que l'on connaît et en qui on a confiance qu'un parfait inconnu. La question n'est pas de dire qu'on doit se méfier de la personne qui demande, mais c'est toujours plus facile de travailler quand on se connaît. Et l'objectif de cette association, c'est vraiment de faciliter les contacts entre les conservateurs pour justement alléger sur ce plan-là tout le poids des démarches administratives qui doivent être faites. Oui, et puis les collègues sur place vous aident dans toute l'administration qui est parfois plus complexe en Espagne, au Portugal ou en Italie. Et Exactement. Voilà, le problème de la langue aussi. Hein. L'avantage aussi de connaître ici, en l'occurrence, les conservateurs français, mais ils savent très bien à qui on doit s'adresser. Donc, on fait aussi une économie de temps et d'énergie. On frappe directement à la bonne porte. On rentre immédiatement les bons documents aux bons endroits, puisqu'ils peuvent nous aiguiller dans les démarches. Qu'est-ce qu'il y a comme précaution à avoir quand on les met, ces tentures-là? Il y aura des systèmes électroniques pour ne pas les toucher? On ne peut pas faire de photos? Comment ça se passe? Alors, ce ne sont pas des pièces qui sont extrêmement sensibles. Elles doivent être manipulées avec précaution, donc elles sont enroulées d'une certaine manière, protégées par finalement un sac plastique dans de bonnes conditions. Et donc, elles seront déroulées sur place et les conservateurs ont exigé qu'on prévoie une planche derrière laquelle on doit mettre un tissu anti-feu. D'accord. Qui protège bien sûr du feu, mais aussi des courants d'air. C'est-à-dire que ça limite le déplacement de la tapisserie quand il y a des gens qui circulent dans le musée. Et il a fallu simplement fixer au-delà du tissu non-feu un scratch. Un scratch? Oui, un scratch. Comment Oui, on dit, scratch, un scratch. Un scratch. Ça, on comprend. Vous diriez un autre mot, on n'aurait pas compris, mais scratch, on comprend. Et donc, il y a la version mâle qui est sur le bois et est cousue, parce que c'est le meilleur moyen d'accrocher les tapisseries. C'est une longue bande qui va sur tout le long de la tapisserie, donc ça a été intégré lors de la restauration, de telle manière que les forces soient bien réparties. Donc le poids de la tapisserie, qui peut peser plusieurs dizaines de kilos, soit réparti sur toute la longueur. Et donc on vient simplement accrocher la tapisserie. Mais il souhaite que ça soit fait au sol, et puis on monte le tout avant de l'accrocher. C'est un beau boulot, ça. Elles arrivent, il faut combien de temps pour monter comme ça une exposition? C'est difficile à dire. On a prévu, je vais dire,
4 jours ouvrables en se laissant quand même le week-end au cas où il y aurait une difficulté. Mais tout le travail en amont a pu être fait. Les 2 échafaudages vont être montés pour les pièces les plus hautes. Ça va être fait dans les 2 jours qui viennent. Et puis, voilà, on verra bien. Normalement, on a prévu un maximum on a avancé le travail un maximum pour pouvoir les accrocher le plus vite, qu'elles soient en place le plus vite. Et alors, pour éviter qu'on ne soit, on va simplement mettre des mises à distance. Donc, d'accord, imposer voilà. aux gens de rester à une certaine distance. De toute façon, pour apprécier une tapisserie, il faut être pas trop D'accord. près. Mmh. Et puis, on aura toujours les bénévoles et les personnes qui circulent Dans le les trésor. préposés qui circulent dans le trésor pour surveiller, bien entendu. C'est un peu comme les Gobelins, alors, ou pas du Oui, tout? oui, C'est oui, ça, tout c'est à vraiment fait, ça, tout c'est à vraiment fait. ça, OK. C'est une des grandes entreprises françaises du XVIIe, XVIIIe siècle. Au bas Moyen Âge, XVIe siècle, c'est essentiellement des ateliers flamands. Donc, Audenarde, Bruxelles aussi a été un très grand centre de production, Arras. Et puis alors, la technique s'est répandue en France avec les Gobelins, les tapisseries d'Aubusson aussi qui sont très connues, mais alors plutôt XVIIe, XVIIIe siècle. Et certaines existent encore. Oui, ici, on est à quelle époque? Alors ici, on va entre la fin du XVe siècle et on a une tapisserie du XXe siècle. Parce que justement, dans la région angevine, il y a eu une renaissance dans la deuxième moitié du XXe siècle, un intérêt qui a revécu pour les tapisseries. Vous avez d'ailleurs des tapisseries de ces grands artistes français comme Lursa qui sont exposées ici au Palais des Congrès de Liège. Il y a Mmh. des tapisseries contemporaines. Voilà, donc il y a eu une activité et d'ailleurs la tapisserie contemporaine existe encore, même si la technique est un peu différente, mais enfin les principes de base restent les mêmes. C'est peu connu, mais ça reste quand même un art qui se pratique encore. Alors, vous savez que Philippe est assez taquin. Il viendra avec sa petite boîte de mythes. Ça posait Ah, problème? tout ce genre de bestioles, oui, on préfère éviter, effectivement. Parce que c'est en laine, en plus, hein, Oui, la c'est plupart du temps, c'est de la laine, mais ça peut être mmh. aussi du lin, Mmh mh. voilà. Mmh. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure intéressant, c'est que les seigneurs qui avaient ce genre de tapisserie, etc., comme ils voyageaient beaucoup, ils les reprenaient avec eux, en fait, ils recréaient leur décor. Exactement. Exactement, et comme leurs armoiries étaient leurs hauts faits éventuellement, ou en tous les cas des hauts faits qu'ils avaient en s'inspirant de l'Antiquité, mais c'était une manière de souligner leur prestige et donc aussi leur pouvoir. Et un grand commanditaire de tapisserie, c'est Erard de Lamarck, qui avait fait produire énormément de tapisseries, mais la plupart ont été vendues à la Révolution et il y a beaucoup de musées américains qui conservent aujourd'hui ces tapisseries d'Erard de Lamarck. Et il y a un lien aussi entre la tapisserie et la peinture, parce que pour pouvoir faire la tapisserie, il faut avoir des modèles. Et donc, c'est ce qu'on appelle des cartons. Donc, il y a un petit modèle, on dessine le sujet, et puis on reproduit le sujet en grandeur réelle de la tapisserie, et puis il s'inspire parfois en dessinant sur les contours des formes, et puis il garde le modèle à côté pour pouvoir finalement produire la tapisserie. Donc, il fallait bien que quelqu'un dessine ces cartons, et c'est souvent de grands artistes. Donc, il y a des parallèles entre la peinture et la tapisserie, mais ce n'est pas du tout la même technique, et c'est un art vraiment à part entière. Et donc, c'était vraiment fait pour être déplacé. C'était tout à fait fait pour être déplacé, y compris dans les églises, puisqu'on ne sortait les tapisseries que pour les fêtes solennelles. Pour la Saint-Pierre, par exemple, si c'était une église de Saint-Pierre consacrée au cycle Saint-Pierre. Et puis on les rentrait et on ne laissait dans l'église que l'un ou l'autre carton ou tableau lié à la légende de Saint-Pierre. Et par exemple, le cycle de Saint-Pierre qui va venir à l'Archéoforum n'est pas complet parce qu'il est probable que dans l'église, il y avait d'autres œuvres d'art qui représentaient les épisodes de la vie de Saint-Pierre qui ne sont pas représentés dans les tapisseries. Donc c'était un art complémentaire par rapport aux autres œuvres d'art qui pouvaient exister dans l'église. Mais je comprends mieux alors, Georges, vous êtes un peu le seigneur de Liège, puisque quand vous vous déplacez, vous vous déplacez toujours avec vos posters de Sheila. Et donc, c'est ça partout où vous
des allées. On voit dans le studio, on a nos posters de Sheila quand vous êtes là. Et donc, c'est de là que ça vous vient, en fait. Oui, oui, oui. Vous savez, j'ai une ascendance seigneuriale. Voilà, restons modestes. Hein, n'en parlons pas. Mais je pensais que, en tant que dominicain, j'imagine qu'il doit y avoir des couvents ou des églises de dominicains où il y a des tapisseries. Non, ça ne vous dit rien? Non, je n'en ai pas. Je pense, il y a évidemment, par exemple, la dernière scène de Da Vinci qui se trouve à Milan. Mais cette dernière scène de Da Vinci, elle était dans le réfectoire des frères. Donc c'est plus de ces types de peintures-là qu'on a. Ou alors Fra Angelico dans le couvent San Marco à Florence aussi. Mais ça, ce sont des fresques que l'on n'a. Mais je n'ai pas. Il y en a peut-être, mais je n'ai pas connaissance de cela. Les tapisseries des dominicains. Et on terminera par la tapisserie vous représentant, évidemment, Philippe. Il n'y a pas assez de tissu. Alors, Julien Maquet, cette exposition commence donc le 8 décembre. Il suffira d'acheter son ticket pour visiter à la fois le Trésor et l'Archéoforum. Oui. Il y aura aussi un livre, une publication? Voilà, il y a un catalogue qui avait été, puisque ces tapisseries ont déjà été exposées, mais en Anjou, donc à l'abbaye de Fontevraud, et à cette occasion, les conservateurs français ont publié un très beau catalogue à un prix très démocratique, puisqu'il est à 29,90 €. Il sera disponible en vente à la boutique du Trésor et de l'Archéoforum dans le cadre de l'exposition, alors que c'est un ouvrage volumineux qui reprend toutes les tapisseries qui ont été exposées. Et puis, il y a un cycle de 3 conférences aussi qui sera organisé en lien avec cette exposition. Le conservateur qui parlera le 8 décembre de l'exposition. Il y aura une conférence en janvier aussi pour expliquer finalement la manière dont le travail de restauration a été fait. Et puis en février, sur les tapisseries qui sont liées à l'histoire liégeoise, notamment à Erard de la Marck et les autres princes-évêques. Et donc, le conservateur du Maine-et-Loire sera là le 8 décembre pour une conférence, c'est ça? Exactement. À l'Archéoforum. À l'Archéoforum, puisque du fait que les tapisseries se déploient dans les salles du Trésor, nous n'avons plus le même espace disponible. Donc, les conférences pendant l'exposition sont organisées à l'Archéoforum de Liège, où il y a de toute façon un cycle qui est présent. Alors, il y a un site web où on retrouve toutes les informations. www.tresordeliège.be. Voilà, à la fois les tarifs, les horaires, tout y est. Et les conférences, tout y est. Voilà, donc vous vous rappelez le site Trésor de Liège, on Google Trésor de Liège. tresordeliège.be. Voilà, vous êtes bien référencé. Facilement. Et même une page Facebook. Oui, et Instagram aussi. Oh, vous êtes oui, vous êtes au taquet là. Voilà. Bien. C'est très bien. Maquet au taquet. Oui. Eh bien, Julien Maquet, c'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette exposition qui commencera donc le 8 décembre au Trésor de la Cathédrale et à l'Archéoforum. Des parures de fête, tapisseries de Saumur du XVe siècle à nos jours. On vous souhaite, comme on dit, une bonne. On croise les doigts, on touche du bois. Que tout se passe bien en tout cas. Peut-être rappeler jusque quand? Jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars 2022. Voilà. Parfait. Je vous souhaite une bonne soirée, Monsieur Maquet. À vous aussi, merci beaucoup. À très bientôt sur notre antenne.